Ce dont je voulais vous parler, c'est un petit peu le parcours et le cheminement de la réflexion qui nous a amené à faire effectivement une chirurgie, on va dire, un peu plus poussée que ce qu'on fait habituellement en chirurgie pédiatrique, en tout cas en ambulatoire. Et donc cette réflexion, elle a débuté très très tôt, dans les années 90, puisqu'on a initié notre programme de chirurgie mini-invasive. Et donc, initiant notre programme de chirurgie mini-invasive, on s'est tourné évidemment vers la réduction de la durée moyenne d'hospitalisation. Et donc cette réduction de durée moyenne d'hospitalisation, elle a été rendue nécessaire effectivement par la diminution du nombre de lits, comme vous pouvez le voir, puisqu'on est passé d'une unité de 40 lits ou un peu plus à l'époque, à une unité de 14 lits actuellement en hospitalisation conventionnelle. Et donc il a bien fallu faire face effectivement aux difficultés dont tout le monde a conscience pour effectivement prendre en charge les enfants. Alors tout d'abord, est-ce qu'il existe des preuves scientifiques de bonnes pratiques en chirurgie ambulatoire? Et quand on fait la revue de la littérature, globalement, il n'y a aucune étude qui, randomisée en tout cas, qui compare une intervention pratiquée en chirurgie ambulatoire versus pratiquée en chirurgie conventionnelle avec une hospitalisation d'1 ou 2 jours. Il n'y a pas d'études. Il y a des études qui rapportent l'absence de surmorbidité quand on pratique de la chirurgie ambulatoire sur un tel ou tel geste. Il y a des études de faisabilité. Il y a beaucoup d'études sur l'anesthésie et l'analgésie post-opératoire. Mais finalement, ce qu'on peut se demander, c'est a-t-on vraiment besoin d'études avec un niveau de preuve pour se dire que finalement la chirurgie ambulatoire, c'est probablement mieux que la chirurgie avec une hospitalisation conventionnelle. Et on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, à diminuer l'anxiété et les troubles de comportement post-opératoire chez l'enfant. Alors vous voyez, je vous ai mis rapidement les articles auxquels on peut faire référence quand on parle de chirurgie ambulatoire chez l'enfant, et vous voyez que c'est surtout en rapport avec l'analgésie post-opératoire et le contrôle de l'analgésie post-opératoire. Et on a vu effectivement beaucoup de choses sur les intervenants précédents, sur également l'anxiété et la façon de diminuer l'anxiété. Alors, on peut s'interroger, en tout cas nous, voilà un petit peu les conséquences que ça a été donc, dans notre pratique quotidienne, de basculer d'une hospitalisation conventionnelle à une chirurgie ambulatoire. On a augmenté très significativement le turnover et donc le turnover des patients. Et donc ça a été un moyen pour nous d'obtenir éventuellement des ressources financières et matérielles. Ça a été en tout cas un moyen d'augmenter l'attractivité du service pour les internes de chirurgie et pour les chefs de clinique, effectivement, puisqu'effectivement en chirurgie conventionnelle, il ne restait plus que les cas un peu compliqués, un peu lourds, de malformations sévères, et parfois qui nécessitent plusieurs jours d'hospitalisation. Et donc effectivement, du coup, le service était un peu plus attractif, on va dire, et ce qui nous a amené effectivement pas mal d'internes de chirurgie et d'urologie en particulier. Mais on l'a vu, c'est aussi peut-être un moyen de diminuer les ressources humaines, puisqu'effectivement, quand vous diminuez le nombre de lits et vous diminuez le nombre d'hospitalisations, on peut se dire que finalement, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'infirmières pour faire tourner 14 lits au lieu de 40. Voilà un petit peu le cheminement. On est parti d'une prise en charge standard dans les années 90. On a commencé à y introduire effectivement la chirurgie mini-invasive, ce qui nous a permis de diminuer nos durées d'hospitalisation. Et on a commencé déjà à repenser au parcours de soins et en particulier à réfléchir sur la réhabilitation améliorée. On voit bien que la réhabilitation accélérée ou améliorée après chirurgie est probablement une étape qui va nous permettre effectivement d'aller vers la réduction de la durée d'hospitalisation. Et puis avec l'introduction de l'analgésie multimodale, d'amener ces enfants à la chirurgie ambulatoire très progressivement et donc de diminuer, donc de passer finalement les enfants qui étaient hospitalisés 1 ou 2 jours à une chirurgie ambulatoire. Un papier juste qui a fait une étude qui a fait une revue de la littérature qui est assez récent, qui a été publié en 2006. Et vous voyez qui a étudié, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu petit, mais bon, qui a étudié un petit peu les procédures qui pouvaient être faites effectivement en appliquant les principes de la réhabilitation accélérée après chirurgie. On y parle de Nissen, on y parle de chirurgie d'hypospadias, on y parle de tout ce type de chirurgie qu'on peut considérer comme un peu lourde, en tout cas plus lourde qu'une orchidopexie pour une ectopie testiculaire ou plus lourde qu'une hernie inguinale chez l'enfant. Mais vous voyez que les durées d'hospitalisation restent encore de 2 à 3 jours, alors que nous déjà on avait passé l'étape d'après puisqu'on était passé déjà à 1 jour, et puis on va passer rapidement, on va voir, sur la durée d'hospitalisation avec une durée d'hospitalisation réduite à 0 jour. Donc
la réhabilitation améliorée, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas dissocier, en tout cas ce que je pense, qu'on ne peut pas dissocier quand on va essayer de faire la chirurgie ambulatoire et avancer un petit peu dans les procédures qu'on va pouvoir faire en chirurgie ambulatoire. Et elle passe par effectivement une diminution du recours au drain, une diminution du recours au cathéter urinaire, par une analgésie multimodale. C'est un processus et un parcours de soins qu'on va imaginer dès le préopératoire, qu'on va penser pendant le péropératoire évidemment, et puis ensuite qu'on va appliquer en post-opératoire avec la collaboration de nos collègues anesthésistes. Ce qu'on a regardé aussi avant de passer ces enfants en chirurgie ambulatoire, c'est effectivement quel était nos taux de réadmission à 30 jours. Vous savez qu'en chirurgie, effectivement, le taux de réadmission à 30 jours est important. Et donc on a regardé finalement quel était notre taux de réadmission et surtout sur quels enfants revenaient à 30 jours, étaient réhospitalisés. Donc sur un an, on a 1300 patients inclus environ et on a regardé donc la consultation à 30 jours de la sortie d'hospitalisation concernait 9,5% des patients, donc ils arrivaient au département des urgences et étaient réadmis 3,8% d'enfants. Et donc ce taux de réadmission, on a regardé donc ces 3,8% et majoritairement les enfants étaient réhospitalisés et revenaient à 30 jours pour des appendicectomies en général, des péritonites aiguës généralisées et ils reviennent parce qu'ils ont des abcès profonds post-opératoires. Et donc, effectivement, on s'est dit à ce moment-là, les autres chirurgies ne se compliquaient pas ou pas du tout, ne revenaient pas, n'étaient pas réhospitalisés. Et c'est sur ces chirurgies-là qui ne se compliquaient pas qu'on s'est appliqué à les passer en chirurgie ambulatoire. Donc, c'est une combinaison de trois choses qui nous a permis effectivement de progresser. La chirurgie mini-invasive, développée déjà depuis longtemps, comme je vous le disais à Robert Debré, l'ARAC et l'analgésie multimodale. Donc actuellement, on est à 52,5% de chirurgie ambulatoire à Robert Debré. Le but, je vous rappelle, c'est 70%. En 2017, donc on a toute chirurgie confondue, c'est quasiment 4000 opérations. 775 ont concerné la chirurgie générale et l'urologie. Globalement, on a passé en chirurgie ambulatoire les enfants qu'on gardait en hospitalisation pendant un jour ou qu'on gardait en hospitalisation pendant 2 jours, on les a tous passés en chirurgie ambulatoire. Les critères d'éligibilité, c'était une chirurgie qui est rapide, moins d'1 heure le plus souvent, mini-invasive, avec peu ou pas de morbidité post-opératoire et l'application possible d'une analgésie multimodale, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Nous, chirurgiens, on était assez réticents à l'application des AINS et l'utilisation des AINS en post-opératoire. On a maintenant passé ce cap et effectivement, on passe aux AINS et on infiltre toujours les trous de trocar effectivement avec une anesthésie locale. Alors, ce qui a déjà été rapporté, effectivement, et c'est ce qu'on s'est mis à faire, la cholécystectomie. À Robert Debré, on a une grosse population d'enfants drépanocytaires et c'est encore des enfants qu'on n'arrive pas à passer en chirurgie ambulatoire parce qu'effectivement, il y a une préparation préopératoire, certains sont échangés, et puis ensuite, il y a une hyperhydratation et une oxygénothérapie préopératoire. Pour ces raisons, on n'a pas réussi à les passer, pourtant ça représente environ, en tout cas, 150 à 200 patients par an chez nous, ces cholécystectomies chez le drépanocytaire. Et donc finalement, le patient éligible cholécystectomie en chirurgie ambulatoire, c'est un patient standard qui n'a pas d'antécédents médicaux et qui effectivement a une lithiase véhiculaire symptomatique. Donc on a inclus que 16 patients sur 2 ans, ce n'est pas beaucoup, mais en tout cas on a pu observer qu'il n'y a pas de réadmission et pas de complications et les enfants pouvaient sortir dans la journée qui suivait la cholécystectomie. On y a inclus aussi les appendicectomies aiguës, c'est-à-dire qu'on a transformé la chirurgie de l'appendicectomie aiguë urgence en chirurgie programmée ambulatoire, c'est-à-dire qu'on voit le patient en préopératoire la veille, on le fait revenir le lendemain matin, il est hospitalisé en chirurgie ambulatoire, il est opéré, il ressort le jour même avec un flash antibiotique péropératoire. Et puis les appendicectomies différées, c'est des abcès profonds et les plastrons appendiculaires qu'on traite d'abord médicalement avec des antibiotiques et qu'on fait revenir ensuite à 6-8 semaines pour être opéré avec une appendicectomie en hôpital de jour. Et puis bien sûr toute la chirurgie courante comme on l'a vu. On s'est mis à faire ce qui était un peu moins publié, ou en tout cas, encore une fois, qui concernait nos enfants hospitalisés 1 ou 2 jours et qu'on a donc passé en chirurgie ambulatoire. C'est sur un an et demi à peu près. Donc il y a eu 3 enfants qui ont été opérés pour une intervention de Nissen, il y a eu 13 enfants qui ont été opérés pour une chirurgie thoracique avec des malformations pulmonaires. Il y a eu 3 enfants qui ont été opérés d'une hernie diaphragmatique antérieure, 3 enfants opérés de duplication digestive. L'hernie diaphragmatique antérieure, c'est une hernie de la fente de l'arrêt. Ça a déjà été publié, effectivement, et on se rend compte que le geste est assez simple, il suffit de fermer le trou. Et donc, on fait une chirurgie mini-invasive qui est abdominale, c'est une voie d'abord abdominale. On va fermer le trou avec quelques points séparés, et ensuite, il n'y a aucun problème de réalimentation post-opératoire, il n'y a qu'un problème de douleur post-opératoire, mais qui est parfaitement contrôlé avec les protocoles d'analgésie qu'on a mis au point, que nos anesthésistes ont mis au point, effectivement, chez ces enfants.
Le Nissen, c'était un problème un peu plus important parce que vous savez que en post-opératoire, la dysphagie post-opératoire est quelque chose de fréquente. Et en particulier, c'est pour ça qu'on gardait les enfants en hospitalisation pendant 1 jour ou 2 jours pour les réalimenter et voir un petit peu comment ça se passait la réalimentation. Et puis finalement, on s'est dit, on écrit un régime, on écrit un protocole de réalimentation qu'on donne aux parents. On va voir les parents, on leur explique en préopératoire, on leur explique après l'opération comment ça va se passer. Ils vont commencer par de l'eau, et puis ensuite une alimentation mixée pendant 2-3 semaines, puis ensuite une réintroduction des morceaux. Et en fait, ça se passe très très bien. La douleur est aussi parfaitement bien contrôlée. C'est une intervention qui est courte, qui est moins d'1 heure, moins de 50 minutes actuellement, avec une infiltration des orifices de trocar. Les patients étaient éligibles quand ils avaient plus de 3 mois, évidemment. Et puis à partir du moment où les parents sont informés du risque de dysphagie et informés qu'ils ont une feuille de régime et des conduites à tenir, les choses se passent très très bien et effectivement, ce sont des patients qu'on a réussi à faire sans problème. Et puis la chirurgie thoracique, effectivement, on s'est mis à faire la chirurgie thoracique pour globalement donc des malformations congénitales. Donc les patients éligibles, c'était des patients de plus de 3 mois qui arrivaient en bonne santé, c'est-à-dire qui étaient apyrétiques, qui n'avaient pas de toux, qui n'avaient pas une maladie pulmonaire sous-jacente. Les parents étaient informés de la chirurgie, bien sûr, rapidement et du contexte de la chirurgie, comment ça allait être fait, etc., des complications possibles. Il fallait évidemment des parents qui parlent et qui comprennent parfaitement le français. Et actuellement, on réalise en chirurgie ambulatoire toutes les résections pulmonaires, sauf les lobectomies qui sont réalisées actuellement, qui sont encore hospitalisées 1 jour, c'est-à-dire qu'elles sont opérées, elles sortent le lendemain matin. Donc on est à 1 jour d'hospitalisation. Les anglo-saxons nous diront, vous faites de la chirurgie ambulatoire, parce que les anglo-saxons, dans la définition de la chirurgie ambulatoire anglo-saxonne et aux États-Unis et outre-Atlantique, c'est 24 heures d'hospitalisation. Donc on peut se dire qu'on fait de la chirurgie ambulatoire aussi pour les lobectomies, mais bon, ce n'est pas encore notre définition. Donc on fait les séquestrations pulmonaires, on fait les duplications œsophagiennes, les kystes bronchogéniques, etc. On a fait 10 séquestrations pulmonaires et ça s'est passé sans aucun problème, dont des séquestrations intrapulmonaires, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire une résection pulmonaire segmentaire pour retirer ces séquestrations. On utilise le cathéter paravertébral qu'on va injecter, donc qu'on va placer sous contrôle de la vue. On fait une injection, un one-shot, donc avec des produits d'analgésie qui sont ici. On retire le cathéter et ceci permet d'obtenir une analgésie qui va durer pendant 24-36 heures avec un relais avec une médication Péros et qui permet de faire sortir l'enfant donc le jour même de l'intervention. Donc est-ce la bonne façon de faire? Probablement oui. Chez nous, il y a une vraie collaboration avec l'équipe d'anesthésie et Béatrice est là pour en témoigner. Il y a une implication de tous les acteurs de santé et c'est vraiment la clé du succès évidemment pour mettre ce type de programme en route. Il reste à travailler sur les causes d'échec. Finalement, quand on reprend notre série, et c'est les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure, les causes d'échec sont essentiellement ceux qui sont déjà rapportés donc, dans cette étude publiée en 2008. C'est des nausées, des vomissements qui empêchent l'enfant de sortir, effectivement. Et puis des saignements post-opératoires, et en particulier sur des circoncisions ou des choses comme ça, effectivement, qui empêchent les enfants de sortir. Donc il faut travailler sur nos causes d'échec pour éviter effectivement les échecs. Mais pour l'instant, je touche du bois, les choses se passent plutôt bien. Je vous remercie.